Un millionnaire solitaire donne sa carte de crédit illimitée à une femme sans abri, mais ce qu'elle fait ensuite le fait fondre en larmes. Avant d'écouter cette histoire émouvante sur la famille et les secondes chances, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le soleil se couchait lentement sur la métropole parisienne, peignant le ciel de teintes orangées et roses qui contrastaient fortement avec les gratte-ciel gris. Au sommet de l'un de ces imposants édifices, dans un penthouse luxueux du 16e arrondissement, François Dubois observait la ville d'un regard distant. À 45 ans, l'homme d'affaires accompli avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il ressentait un vide inexplicable dans sa poitrine. François se dirigea vers le bar en marbre italien de son salon et se servit un whisky coûteux. Le liquide ambré dansa dans le verre en cristal, tandis qu'il le faisait tourner distraitement, ses pensées vagabondant vers son enfance. Il se souvenait de l'époque où il courait dans les couloirs du manoir de ses parents, toujours seul, pendant qu'ils étaient occupés par leur vie sociale et leurs affaires. « Est-ce que tout cela en vaut vraiment la peine ?» murmura-t-il pour lui-même, regardant autour de lui l'appartement impeccablement décoré, mais froid et impersonnel. Ses yeux se posèrent sur une photographie encadrée sur l'étagère. C'était la seule photo de famille qu'il gardait exposée. Lui, encore enfant, aux côtés de ses parents et d'un demi-frère aîné, Charles, issu du premier mariage de son père. Charles était parti depuis des années, coupant les liens avec la famille pour des raisons que François n'avait jamais vraiment comprises. Le son strident du téléphone interrompit ses pensées. C'était sa mère, Élisabeth Dubois, la matriarche de la famille. « François, chéri, tu n'as pas oublié le dîner de bienfaisance de demain, n'est-ce pas? Il est crucial que tu y assistes. Après tout, l'image de l'entreprise en dépend. » Il soupira, se massant les tempes. « Non, maman, je n'ai pas oublié. J'y serai. » « Parfait. Oh, et n'oublie pas d'amener une accompagnatrice. Je ne veux pas te voir seule à nouveau. Ça ne fait pas bonne impression pour l'image de la famille. » Après avoir raccroché, François ressentit le poids de la solitude plus que jamais. Décidé à échapper à l'atmosphère étouffante de son penthouse, il prit sa veste et sortit, ignorant les appels de son chauffeur personnel. Les rues du centre de Paris pulsèrent de vie quand François arriva, marchant sans but. Le bourdonnement des gens, l'odeur de la nourriture des stands de rue, tout semblait si réel, si vivant comparé à son existence stérile. C'est alors que ses yeux se fixèrent sur une scène qui le fit s'arrêter. Une jeune femme, pas beaucoup plus âgée que 30 ans, était assise sur le trottoir, une petite pancarte devant elle demandant de l'aide. Mais ce qui attira l'attention de François, ce n'était pas sa situation, mais le fait qu'elle partageait le peu qu'elle avait, un sandwich à moitié mangé avec un chien errant. Impulsivement, François s'approcha. La femme leva les yeux, révélant un visage fatigué mais avec des yeux qui brillaient encore d'une dignité surprenante. « Bonsoir, » dit François, se sentant étrangement nerveux. « Comment vous appelez-vous ?»« Marie, » répondit-elle, sa voix rauque mais ferme. « Marie Lefebvre. » François hésita un moment, puis, dans une impulsion qu'il ne comprit pas lui-même, il sortit sa carte de crédit premium de sa poche. « Marie, j'ai une proposition pour vous. Cette carte n'a pas de limite. J'aimerais que vous l'utilisiez pendant une journée. Achetez ce que vous voulez, faites ce que vous désirez. » Marie le regarda avec méfiance. « C'est une sorte de blague ?»« Non, ce n'est pas une blague. C'est une expérience, disons. Je veux voir ce que quelqu'un ferait avec des ressources illimitées pendant une journée. » Marie prit la carte avec hésitation, l'examinant comme si c'était un objet alien. « Et qu'est-ce que vous y gagnez ?» François sourit tristement. « Peut-être une perspective différente. » Après un moment de réflexion, Marie acquiesça. « D'accord, j'accepte. Mais à une condition, vous venez avec moi. » Surpris par cette réponse inattendue, François accepta. « Marché conclu. On se retrouve ici demain à l'aube ?» Marie acquiesça, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Alors que François s'éloignait, il ressentit un étrange mélange d'anxiété et d'excitation. Pour la première fois depuis des années, il était vraiment curieux de ce que le lendemain apporterait. De retour dans son penthouse, François eut du mal à dormir. Ses pensées étaient remplies de questions sur Marie et ce qu'elle ferait avec la carte. Allait-elle acheter des vêtements chers, des bijoux, une voiture, ou simplement disparaître avec la carte? Quand le soleil commença enfin à se lever, François était déjà en route vers le centre-ville. En arrivant à l'endroit convenu, il fut surpris de voir Marie qui l'attendait déjà, le chien errant à ses côtés. « Bonjour, dit-elle, une lueur déterminée dans les yeux. « Êtes-vous prêt pour une journée différente ?»
François acquiesça, se sentant étrangement animé. « Où allons-nous d'abord ?»« D'abord, dit Marie avec un sourire, nous allons prendre un petit déjeuner décent. Je connais un endroit. » Pendant qu'il marchait, François remarqua comment Marie saluait plusieurs personnes sans abri par leur nom. Elle semblait connaître chacun d'eux, leurs histoires, leurs luttes. L'endroit que Marie avait mentionné était une petite boulangerie, simple mais accueillante. À la surprise de François, Marie commanda non seulement pour eux, mais aussi à emporter. Pour partager avec les autres, expliqua-t-elle, remarquant son regard curieux. En sortant de la boulangerie, Marie commença à distribuer les pains et les cafés aux personnes qu'il rencontrait en chemin. François observait, fasciné, comment elle interagissait avec chacun, offrant non seulement de la nourriture, mais aussi des mots de réconfort et d'encouragement. « Pourquoi faites-vous cela » demanda finalement François, intrigué. Marie le regarda avec un mélange de surprise et de compréhension. « Parce que je sais ce que c'est d'être de l'autre côté, et parce qu'un peu de bonté peut faire toute la différence. » Ces paroles frappèrent François comme la foudre. Il commença à voir la ville et les gens d'une manière complètement nouvelle. Au fil de la journée, Marie les emmena d'un endroit à l'autre. Une pharmacie, où elle acheta des médicaments pour un vieil homme qui ne pouvait pas payer son traitement. Un magasin de vêtements, où elle acquit des vêtements chauds pour un groupe de jeunes vivant dans la rue. Un supermarché, où elle remplit des caddies de denrées non périssables, à donner à un refuge local. À chaque arrêt, François voyait Marie transformer le pouvoir de la carte de crédit en quelque chose de plus précieux que n'importe quel luxe qu'il avait jamais acheté. L'espoir. À la tombée de la nuit, épuisés mais le cœur plein, ils s'arrêtèrent dans un petit parc. Marie s'assit sur un banc, François à ses côtés. « Merci, dit-elle doucement, pour cette opportunité. J'espère en avoir fait bon usage. » François secoua la tête, se sentant à la fois humilié et inspiré. « Non, Marie, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez montré quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. » Alors que le soleil se couchait sur la ville, François sentit quelque chose changer en lui. Le vide qui le consumait commençait à être rempli par quelque chose de nouveau, un but. « Marie, dit-il se tournant vers elle, aimeriez-vous continuer ce travail avec moi ?» Ses yeux brillèrent d'un mélange de surprise et d'espoir. « Vous êtes sérieux ?»« Plus sérieux que je ne l'ai jamais été, » répondit François, se sentant vraiment vivant pour la première fois depuis des années. À ce moment-là, alors que la ville autour d'eux pulsait de vie, François sut que son voyage ne faisait que commencer. Et pour la première fois depuis longtemps, il était impatient de voir l'aube se lever. Le soleil s'était à peine levé lorsque François se réveilla, une sensation de but pulsant dans sa poitrine. Les souvenirs de la veille avec Marie étaient encore vifs dans son esprit, provoquant un profond changement dans sa perspective. Il se prépara rapidement, impatient de la retrouver. Arrivant à l'endroit convenu dans le centre de Paris, François aperçut Marie. Elle distribuait du café et du pain à un petit groupe de sans-abri. Son visage, bien que fatigué, irradiait une gentillesse qui le toucha profondément. « Bonjour Marie », la salua François, s'approchant avec un sourire sincère. Marie se retourna, surprise. « François, je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. J'ai dit que je voulais continuer ce travail avec vous, n'est-ce pas? Je suis ici pour tenir ma parole. » Les yeux de Marie brillèrent d'un mélange de surprise et de gratitude. « Eh bien, alors mettons-nous au travail, il y a beaucoup à faire. » Ensemble, ils passèrent la matinée à parcourir les rues de Paris, identifiant les personnes dans le besoin et offrant de l'aide. François observait, fasciné, comment Marie abordait chaque situation avec une combinaison unique de compassion et de pragmatisme. Pendant une pause déjeuner dans un simple café, François décida qu'il était temps d'en apprendre davantage sur la femme qui avait transformé sa vision du monde en une seule journée. « Marie » commença-t-il hésitant, « si ça ne vous dérange pas, j'aimerais en savoir plus sur vous. Comment vous êtes-vous retrouvée dans cette situation ?» Marie soupira, ses yeux se perdant dans le lointain avant de revenir sur lui. « C'est une longue histoire, François. Ce n'a pas toujours été comme ça, vous savez. J'avais une vie différente, des rêves. » Elle fit une pause, prenant une gorgée de son café avant de continuer. « J'ai grandi dans une famille modeste mais heureuse. J'ai étudié, j'ai obtenu un diplôme en travail social. J'étais déterminé à faire la différence. Puis j'ai rencontré Pierre. » Son visage s'illumina en mentionnant ce nom. Pierre était incroyable. Un artiste talentueux avec un cœur immense. Nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés jeunes. Nous avions de grands projets. L'expression de Marie s'assombrit. Mais alors,
Pierre est tombé malade. Une condition rare, ont dit les médecins. Nous avons dépensé toutes nos économies en traitement. J'étais enceinte à l'époque. François écoutait attentivement, ressentant une connexion inexplicable avec l'histoire de Marie. Notre fille, Béatrice, est née en bonne santé et magnifique. Mais la santé de Pierre se détériorait chaque jour. Marie hésita, des larmes brillant dans ses yeux. Il est parti quand Béa n'avait que 6 mois. « Je suis désolé », murmura François, sincèrement ému. Marie acquiesça, essuyant une larme. « J'ai essayé d'aller de l'avant, d'élever Béa seule, mais sans Pierre, avec les dettes des traitements, c'est devenu impossible. J'ai perdu mon emploi, puis notre maison. J'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie. » François retint son souffle, anticipant ce qui allait suivre. « J'ai confié Béatrice à l'adoption, » dit Marie, sa voix se brisant. Elle avait 3 ans, je savais que je ne pouvais pas lui donner la vie qu'elle méritait. C'était dévastateur. Le silence tomba entre eux, lourd d'émotion, après la révélation de Marie. François sentit son cœur se serrer, une étrange sensation de familiarité le troublant. « Marie, dit-il doucement, vous avez dit que le nom de famille de votre mari était Dubois, répondit Marie, le regardant avec curiosité. Pierre Dubois. Pourquoi ? François eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Mon Dieu, murmura-t-il. Charles. Comment ? Demanda Marie, confuse. François prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. Marie, je pense que votre mari était mon demi-frère. Les yeux de Marie s'écarquillèrent de choc. Quoi ? Mais comment est-ce possible ? Mon père a eu un fils d'une relation précédente, Charles Dubois. Il s'est éloigné de la famille il y a des années. Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. Marie couvrit sa bouche de ses mains, des larmes coulant sur son visage. Pierre, il a mentionné une fois qu'il avait une famille compliquée. Il n'est jamais entré dans les détails. François sentit une vague d'émotion l'envahir. Tristesse pour la perte du frère qu'il avait à peine connu, culpabilité de ne pas avoir été présent, et une connexion inattendue avec Marie et son histoire. « Marie, dit-il, sa voix tremblant légèrement, cela signifie que votre fille Béatrice, elle est ma nièce. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Marie regardait François, un mélange d'espoir et de peur dans ses yeux. « François, pensez-vous que nous pourrions la retrouver ?» François prit les mains de Marie, ressentant une détermination qu'il n'avait jamais éprouvée. « Nous allons la retrouver, Marie, je vous le promets. Nous allons ramener Béatrice dans notre famille. » À ce moment-là, dans un simple café au cœur de Paris, 2 vies qui semblaient si éloignées s'entremêlèrent d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. François sentit le vide dans son cœur commencer à se remplir d'un nouveau but, réunir une famille longtemps perdue. Alors qu'ils quittèrent le café, prêts à affronter le défi qui les attendait, François ne put s'empêcher de penser à la façon dont le destin opère de manière mystérieuse. Ce qui avait commencé comme une impulsion pour échapper à sa vie solitaire s'était transformé en un voyage de rédemption et de reconnexion. Marie marchait à ses côtés, ses yeux brillants d'un nouvel espoir. Ensemble, ils affrontèrent les obstacles à venir, déterminés à corriger les erreurs du passé et à construire un avenir qu'aucun d'eux n'avait jamais imaginé possible. La ville autour d'eux semblait vibrer de nouvelles possibilités. Le chemin à venir serait difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, François et Marie sentaient qu'ils n'étaient plus seuls. Ils savaient l'un l'autre, et bientôt, ils l'espéraient, ils auraient aussi Béatrice. À chaque pas qu'ils faisaient ensemble dans les rues animées de Paris, l'histoire de leur vie gagnait un nouveau chapitre, un chapitre d'espoir, de rédemption et, par-dessus tout, de famille. Le cabinet d'avocats au centre de Paris pulsait de l'énergie typique d'un lundi matin. François Dubois observait l'agitation à travers la fenêtre de la salle d'attente, son cœur battant fort d'un mélange d'anxiété et d'espoir. À ses côtés, Marie Lefebvre triturait nerveusement la bandoulière de son sac, ses yeux fixés sur la porte de l'avocat spécialisé en adoption. « Monsieur Dubois, Madame Lefebvre ?» Une voix appela, les faisant tous deux se retourner. « Maître Moreau va vous recevoir maintenant. » Échangeant un regard rapide, François et Marie se levèrent et suivirent la secrétaire jusqu'au bureau. Maître Moreau, un homme d'âge moyen avec des lunettes à fine monture, les accueillit avec un sourire professionnel. « Alors, commença-t-il, après les présentations initiales, je comprends que vous recherchez des informations sur une adoption réalisée il y a quelques années. » Marie acquiesça,
sa voix tremblante en parlant. « Oui, ma fille, Béatrice. Elle avait 3 ans quand j'ai dû la confier. » L'avocat la regarda avec sympathie. « Je comprends que ce doit être une situation difficile, Madame Lefebvre. Cependant, je dois vous avertir que les cas de réadoption sont extrêmement complexes et rares. » François se pencha en avant, sa posture déterminée. « Maître, nous sommes conscients des défis, mais cette situation est unique. Nous avons récemment découvert que je suis l'oncle biologique de Béatrice. Nous pensons que cela pourrait faire une différence dans le processus. » Maître Moreau haussa les sourcils, clairement intrigué. « Cela ajoute certainement un nouvel élément à l'affaire. J'aurai besoin de tous les détails pour commencer une enquête appropriée. » Dans les heures qui suivirent, François et Marie partagèrent leur histoire, fournissant toutes les informations qu'ils possédaient sur Béatrice et les circonstances de son adoption. L'avocat écoutait attentivement, prenant des notes et posant occasionnellement des questions pour clarifier certains points. « Bien, dit-il finalement, retirant ses lunettes et se frottant les yeux, « je peux commencer le processus de recherche, mais je dois vous prévenir. Cela peut prendre du temps et il n'y a aucune garantie de succès. » Marie sentit son cœur se serrer, mais François posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous ferons ce qu'il faut, maître. Combien de temps pensez-vous que cela pourrait prendre? Difficile à dire avec certitude. Des semaines, peut-être des mois. Cela dépend de nombreux facteurs. » En sortant du bureau, le poids de l'incertitude planait sur eux. Ils marchèrent en silence pendant quelques pâtés de maison, chacun perdu dans ses propres pensées. « Et si, » commença Marie, sa voix à peine plus qu'un murmure, « et si elle ne voulait pas nous connaître? Et si les parents adoptifs ne le permettèrent pas ?» François s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Marie, nous ne pouvons pas penser comme ça. Nous devons avoir de l'espoir. Béatrice fait partie de notre famille et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la ramener. » À ce moment-là, le téléphone portable de François sonna. C'était sa mère, Elisabeth. « François, où es-tu? As-tu oublié la réunion du conseil? Tout le monde t'attend. » Il ferma les yeux, respirant profondément. « Maman, quelque chose d'important est survenu. Je ne pourrai pas y assister aujourd'hui. »« Quoi? François, c'est inacceptable. Tu as des responsabilités. »« Je sais, maman, et je m'occupe de la plus importante d'entre elles maintenant. Nous parlerons plus tard. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse protester. Marie le regarda, inquiète. « Je ne veux pas vous causer de problème, François. »« Vous ne me causez aucun problème, » répondit-il fermement. « Pour la première fois de ma vie, je sens que je fais quelque chose qui compte vraiment. » Dans les jours qui suivirent, François et Marie établirent une routine. Le matin, ils continuaient leur travail d'assistance aux nécessiteux dans les rues de Paris. L'après-midi, ils se consacraient à la recherche de Béatrice, suivant des pistes, fouillant des registres et faisant pression sur les autorités pour obtenir des informations. Une semaine après la visite chez l'avocat, François reçut un appel inattendu. C'était Vincent, son assistant personnel dans l'entreprise. « Monsieur Dubois, désolé de vous déranger, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Votre mère, elle pose des questions, enquête sur vos activités récentes. Je pense qu'elle soupçonne quelque chose. » François sentit une pointe d'inquiétude. Il connaissait bien sa mère et savait qu'elle ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas découvert ce qui se passait. « Merci pour l'avertissement, Vincent. S'il vous plaît, continuez à me tenir informé. » Ce soir-là, alors qu'il dînait avec Marie dans un petit restaurant, François partagea ses préoccupations. « Ma mère enquête. Elle n'aimera pas quand elle découvrira à propos de vous et de Béatrice. » Marie le regarda appréhensive. « Peut-être devrions-nous arrêter tout ça, François. Je ne veux pas causer de problème entre vous et votre famille. » François prit sa main à travers la table, ses yeux fermes et déterminés. « Marie, vous et Béatrice êtes ma famille maintenant. Je ne vais pas vous abandonner, peu importe ce que ma mère pense ou fait. » Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de François. C'était Maître Moreau. « Monsieur Dubois, nous avons du nouveau. Nous avons trouvé une piste prometteuse. Il semble que Béatrice ait été adoptée par un couple de Lyon. Nous n'avons pas encore de nom, mais c'est un début. » Le cœur de Marie s'emballa en entendant les nouvelles. Des larmes d'espoir brillaient dans ses yeux. « Merci, maître. Continuez à enquêter. Nous ferons ce qu'il faut, » répondit François, sa voix pleine d'émotion. En raccrochant, il se tourna vers Marie, un large sourire sur son visage. « Nous sommes proches, Marie. Nous allons la retrouver. » Ce soir-là, alors qu'ils rentraient à pied vers le petit appartement que François avait loué pour Marie, l'air semblait chargé de possibilités. La ville autour d'eux pulsait de vie,
faisant écho à l'espoir qui grandissait dans leur cœur. Cependant, sans qu'ils le sachent, une figure les observait de loin. Élisabeth Dubois, assise dans sa voiture de luxe, serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Ses yeux, froids et calculateurs, suivaient chaque mouvement de son fils et de la mystérieuse femme à ses côtés. « Alors c'est ça que tu caches, François », murmura-t-elle pour elle-même. « Eh bien, je ne permettrai pas qu'une profiteuse quelconque détruise tout ce que nous avons construit. » Alors que François et Marie entrèrent dans l'immeuble, plein d'espoir pour l'avenir, Élisabeth démarra la voiture, son esprit tramant déjà comment empêcher ce qu'elle voyait comme une menace pour sa famille et son empire. La recherche de Béatrice venait à peine de commencer, mais elle déclenchait déjà des forces qu'aucun d'entre eux ne pouvait prévoir. Le destin de 3 générations de la famille Dubois était sur le point d'entrer en collision, et les conséquences seraient imprévisibles. Le soleil s'était à peine levé lorsque François se réveilla en sursaut, troublé par un rêve inquiétant. Dans ce rêve, il voyait Béatrice courir dans un labyrinthe de miroirs, toujours hors de sa portée. Secouant la tête pour chasser ces images perturbantes, il se leva et se prépara pour une nouvelle journée de recherche. Pendant ce temps, dans son manoir du 16e arrondissement, Élisabeth Dubois prenait son petit déjeuner, son visage un masque de détermination froide. Devant elle, un dossier détaillé sur Marie Lefebvre, résultat de son enquête privée. « Alors c'est cette femme qui manipule mon fils », murmura-t-elle, feuilletant les pages. Ses yeux se plissèrent en lisant le passé de Marie, sa formation en travail social, son mariage avec Pierre, la fille confiée à l'adoption. Une histoire émouvante sans doute, mais je ne permettrai pas qu'elle ruine tout ce que nous avons construit. Élisabeth prit le téléphone, composant un numéro qu'elle utilisait rarement. « Maître Dupont, j'ai besoin de vos services. Il est temps de protéger les intérêts de la famille Dubois. » Au centre-ville, François retrouva Marie dans le petit café qui était devenu leur point de rencontre habituel. Elle semblait fatiguée, mais ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. « Bonjour », la salua François en s'asseyant. « Des nouvelles de Maître Moreau ?» Marie secoua la tête. « Pas encore, mais j'ai un bon pressentiment pour aujourd'hui. » Ils ignoraient qu'à ce moment précis, Maître Moreau recevait une visite inattendue dans son bureau. « Madame Dubois », dit-il, visiblement nerveux. « À quoi dois-je l'honneur de votre visite ?» Élisabeth sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Maître, je suis venu discuter de l'affaire que vous traitez pour mon fils. Je crois qu'il est dans l'intérêt de la famille Dubois que cette affaire soit close. » L'avocat pâlit, comprenant la menace voilée. « Madame Dubois, je comprends votre préoccupation, mais il y a des procédures éthiques que je dois suivre. »« Certainement, » répondit Élisabeth doucement. « Et je suis sûr que votre éthique vous empêche également de révéler des informations confidentielles sur vos clients, y compris, disons, certains de vos clients les plus influents ?» Maître Moreau déglutit, le poids du chantage planant sur lui. Pendant ce temps, François et Marie poursuivaient leurs recherches, inconscients des machinations d'Élisabeth. Ils visitaient des orphelinats, parlaient à des assistants sociaux, suivant chaque piste, aussi mince soit-elle. C'est lors d'une de ces visites qu'ils eurent leur première découverte significative. Une assistante sociale âgée, en voyant la photo de Béatrice enfant, s'exclama « Oh, cette petite fille, je me souviens d'elle, si douce. Elle a été adoptée par un couple de Lyon, les Dupont, si je ne me trompe pas. » Le cœur de Marie s'accéléra. « Les Dupont? Vous en êtes sûre ?» L'assistante acquiesça, presque certaine. Il était médecin, elle était professeure. De bonnes personnes. Avec cette nouvelle information, François et Marie se précipitèrent pour informer Maître Moreau. Cependant, en arrivant au bureau, ils trouvèrent l'avocat visiblement perturbé. « Monsieur Dubois, Madame Lefebvre », commença-t-il, évitant de les regarder directement. « Je regrette de vous informer, mais je ne pourrai pas continuer l'affaire. »« Quoi ?» s'exclama François, incrédule. « Pourquoi ?» L'avocat hésita. « Des complications sont survenues. Éthique. Je suis désolé, mais je ne peux rien dire de plus. » En sortant du bureau, frustré et confus, François ne put s'empêcher de sentir qu'il y avait quelque chose de plus dans ce soudain abandon. Un soupçon commença à se former dans son esprit. « Marie, » dit-il, s'arrêtant brusquement, « je crois savoir ce qui se passe. »« Ma mère. » Marie le regarda inquiète. « Vous pensez qu'elle a découvert ?» François acquiesça sombrement. « Je connais ma mère. Elle fera n'importe quoi pour garder le contrôle sur la famille et l'entreprise. » Ce soir-là, déterminé à confronter Élisabeth,
François se rendit au manoir familial. Il trouva sa mère dans la bibliothèque, apparemment calme et composée. « Mère, » commença-t-il, sa voix tendue, « qu'avez-vous fait ?» Élisabeth leva un sourcil. « Je ne sais pas de quoi tu parles, chérie. Maître Moreau, vous l'avez menacé, n'est-ce pas, pour qu'il abandonne l'affaire ?» Un sourire froid se forma sur les lèvres d'Élisabeth. « François, chérie, parfois nous devons prendre des décisions difficiles pour protéger notre famille. »« Famille ?» François rit amèrement. « C'est ce que nous sommes, une famille ?»« Ne sois pas naïf, » rétorqua Élisabeth, sa voix tranchante. « Cette femme te manipule, elle veut notre argent, rien de plus. » François sentit la colère monter en lui. « Vous ne connaissez pas Marie. Elle est plus une famille pour moi que vous ne l'avez jamais été. » Les yeux d'Élisabeth se rétrécirent dangereusement. « Fais attention à ce que tu dis, François. N'oublie pas qui tu es, d'où tu viens. »« Je sais exactement qui je suis, mère, » répondit François, sa voix ferme. « Et je sais ce que je dois faire. » En quittant le manoir, François se sentait à la fois épuisé et revigoré. Sa détermination à retrouver Béatrice et à aider Marie n'avait fait que croître. De retour à l'appartement de Marie, il la trouva qui attendait anxieusement. « Alors ?» demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans ses yeux. François soupira, s'asseyant à côté d'elle. « Ma mère est derrière tout ça, mais nous n'abandonnerons pas Marie. Nous avons un nom maintenant, les Dupont. Nous irons à Lyon demain. Nous retrouverons Béatrice, avec ou sans l'aide de Maître Moreau. » Marie l'enlaça, des larmes de gratitude dans les yeux. « Merci François, pour tout. » Alors qu'ils se préparaient à dormir, chacun dans sa chambre, tous deux sentaient qu'ils étaient au bord d'un grand changement. Le voyage pour retrouver Béatrice était devenu plus qu'une quête pour un enfant perdu. C'était une lutte pour la rédemption, pour la famille, pour un nouveau départ. Dans le manoir des Dubois, Élisabeth passait un dernier appel nocturne. « Maître Dupont, j'ai besoin que vous intensifiez vos efforts. Trouvez cette fille avant eux. Faites ce qui est nécessaire. » La nuit tomba sur Paris, enveloppant la ville d'un manteau d'attente. Demain, pensaient François et Marie, pourrait être le jour qui changerait leur vie à jamais. Ils ignoraient que les forces contre eux ne faisaient que commencer à se mobiliser. Le bus pour Lyon fendait la brume matinale, emportant François et Marie vers ce qu'ils espéraient être la fin de leur quête. Le silence entre eux était confortable, chargé d'expectatives et d'une pointe d'appréhension. Marie regardait par la fenêtre, ses pensées vagabondant vers la fille qu'elle n'avait pas vue depuis tant d'années. « Comment sera-t-elle maintenant ?» murmura-t-elle presque pour elle-même. François serra doucement sa main. « Nous allons le découvrir ensemble, Marie. Quoi qu'il arrive, nous serons là l'un pour l'autre. » Pendant ce temps, à Paris, Élisabeth Dubois arpentait nerveusement son bureau. « Maître Dupont, » parlait-elle au téléphone, sa voix tendue, « j'ai besoin de résultats. Mon fils ne doit pas atteindre cette fille avant nous. » Le détective de l'autre côté de la ligne répondit avec un calme professionnel. « Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois. J'ai des contacts à Lyon. Nous les localiserons rapidement. » À Lyon, François et Marie commencèrent leurs recherches. Avec seulement un nom de famille et la vague information que le père adoptif était médecin, ils entamèrent un pèlerinage dans les hôpitaux de la ville. Dans le 3e hôpital qu'ils visitèrent, ils eurent leur première piste concrète. Une infirmière âgée, en entendant le nom Dupont, s'exclama « Ah, le docteur Thomas Dupont. Il a travaillé ici pendant des années. Excellent pédiatre. » Le cœur de Marie s'accéléra. « Vous savez où nous pourrions le trouver ?» L'infirmière hésita. « Eh bien, il a pris sa retraite il y a quelques années. Mais j'ai entendu dire qu'il avait ouvert une clinique communautaire dans le quartier de la Croix-Rousse. » Avec cette précieuse information, François et Marie se dirigèrent vers le quartier mentionné. La Croix-Rousse était un endroit simple, mais accueillant. Des enfants jouaient dans les rues et des voisins bavardaient sur les trottoirs. Après quelques questions, ils arrivèrent à une petite clinique avec une pancarte défraîchie. « Clinique communautaire Dr Dupont ». Marie s'arrêta devant la porte, son corps tremblant légèrement. François posa une main sur son épaule, offrant un soutien silencieux. « J'ai peur, François », chuchota-t-elle. « Et si elle ne voulait pas me voir? Et si... » Marie, l'interrompit doucement François. « Peu importe ce qui arrive, nous sommes ensemble dans cette histoire. Rappelez-vous, nous sommes venus ici pour retrouver Béatrice, pas pour forcer quoi que ce soit. » Respirant profondément, Marie acquiesça et poussa la porte. L'intérieur de la clinique était simple, mais propre et accueillant. Une jeune réceptionniste les accueillit avec un sourire. « Je peux vous aider ?»
Nous aimerions parler au docteur Dupont, s'il vous plaît, répondit François. C'est une affaire personnelle. La réceptionniste hésita. Le docteur est avec un patient en ce moment, mais il devrait bientôt terminer. Vous pouvez attendre? Ils acquiescèrent et s'assirent dans la salle d'attente. Les minutes semblaient s'étirer. Marie triturait nerveusement l'ourlet de son chemisier, tandis que François observait les photos sur les murs, beaucoup d'entre elles montrant le docteur Dupont avec des enfants souriants. Finalement, la porte du cabinet s'ouvrit. Un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et aux yeux doux, sortit en accompagnant une mère et son jeune enfant. « N'oubliez pas, Madame Martin, 2 cuillères de sirop 3 fois par jour, » dit-il avec un sourire chaleureux. Dès que la patiente fut sortie, le docteur Dupont se tourna vers François et Marie. « Vous êtes les suivants ?» Marie se leva, ses jambes tremblantes. « Docteur Dupont, je m'appelle Marie Lefebvre. Je suis venue parler de Béatrice. » Le visage du médecin pâlit visiblement. Il les dévisagea longuement avant de dire d'une voix basse « S'il vous plaît, entrez. » Dans le cabinet, le docteur Dupont s'assit lourdement dans son fauteuil. « Alors, ce jour est finalement arrivé, » murmura-t-il. « Docteur Dupont, » commença François, « nous savons que c'est une situation délicate. Nous ne sommes pas venus pour causer des problèmes. Nous voulons juste savoir comment elle va, » compléta Marie, sa voix étranglée. « S'il vous plaît, va-t-elle bien? Est-elle heureuse ?» Le médecin regarda Marie avec un mélange de compassion et de prudence. « Béatrice est la lumière de notre vie, » dit-il doucement. « Ma femme et moi l'aimons comme si elle était notre propre fille. » Marie laissa échapper un sanglot de soulagement. « Dieu merci, » chuchota-t-elle. Le docteur Dupont continua. « Elle sait qu'elle est adoptée. Nous avons toujours été honnêtes avec elle à ce sujet, mais... » Il hésita. Elle n'a jamais exprimé le désir de connaître ses parents biologiques. Ces mots frappèrent Marie comme un coup de poing. François lui prit la main, offrant un soutien silencieux. « Je comprends, » dit finalement Marie, luttant contre les larmes. « Je voulais juste qu'elle sache que je n'ai jamais cessé de l'aimer, que je pense à elle tous les jours. » Le médecin acquiesça lentement. « Je peux voir que vous vous souciez profondément d'elle, mais je dois penser au bien-être de Béatrice. Elle a 16 ans maintenant. Elle est au lycée, elle a ses amis, sa vie... » « 16 ans, » répéta Marie, un sourire triste sur les lèvres. « Elle doit être si belle. » À ce moment, le téléphone sur le bureau du docteur Dupont sonna. Il répondit, son visage se transformant en un masque d'inquiétude. « Calme-toi, chérie. »« Quoi ? » ?»« Non, ne laisse personne entrer. J'arrive tout de suite à la maison. » Il raccrocha, regardant François et Marie avec suspicion. « C'était ma femme. Apparemment, il y a un homme qui pose des questions sur Béatrice dans notre quartier. Avez-vous quelque chose à voir avec ça ?» François sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Maître Dupont, » murmura-t-il. Se tournant vers le médecin, il expliqua rapidement. « Docteur, cet homme a probablement été envoyé par ma mère. Elle n'approuve pas notre recherche de Béatrice. » Le docteur Dupont se leva brusquement. « Je dois rentrer chez moi, maintenant. »« S'il vous plaît, » implora Marie, « laissez-nous venir avec vous. Nous promettons de ne rien faire pour perturber Béatrice. Nous voulons juste nous assurer qu'elle est en sécurité. » Après un moment d'hésitation, le médecin acquiesça. « D'accord. Mais vous restez dans la voiture pendant que je vérifie la situation. » Alors qu'il se précipitait vers la voiture du docteur Dupont, François ne put s'empêcher de penser à quel point les choses s'étaient compliquées. Ce qui avait commencé comme une quête de rédemption et de connexion s'était maintenant transformé en une course contre la montre, avec le bien-être de Béatrice en jeu. Tandis que la voiture filait dans les rues de Lyon, Marie serrait le crucifix autour de son cou, murmurant une prière silencieuse. François, quant à lui, avait les poings serrés, déterminé à protéger Béatrice et Marie, quel qu'en soit le coup. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées. À ce moment-là, aucun d'entre eux ne savait qu'ils étaient sur le point d'affronter une nuit qui changerait leur vie à jamais. La voiture du docteur Dupont serpentait dans les rues de Lyon, la tension palpable dans l'air. Marie gardait les yeux fixés sur le paysage qui défilait en flou, son cœur battant la chamade à l'idée de peut-être enfin voir Béatrice. François, quant à lui, alternait entre des messages frénétiques à ses contacts à Paris, essayant d'en savoir plus sur les actions de sa mère et des regards inquiets vers Marie. Lorsqu'ils arrivèrent dans la rue des Dupont, une scène inattendue les attendait. Une voiture noire, visiblement chère et déplacée dans ce quartier tranquille, était garée devant la maison. Un homme en costume parlait avec animation à une femme sur le perron,
Probablement Madame Dupont. C'est lui, murmura François, reconnaissant le détective engagé par sa mère. Maître Dupont. Le docteur Dupont se gara brusquement et bondit hors de la voiture. « Restez ici », ordonna-t-il à François et Marie avant de courir vers la maison. « Chérie », s'exclama Madame Dupont en le voyant. « Cet homme, il pose des questions sur Béatrice. » Maître Dupont se retourna, son visage un masque de fausse cordialité. « Ah, docteur Dupont, je présume. J'étais justement en train d'expliquer à votre épouse que je mène une enquête de routine sur... » « Assez de mensonges, interrompit François, s'approchant avec Marie. Il ne pouvait plus rester immobile dans la voiture. « Nous savons que vous avez été envoyé par ma mère, Elisabeth Dubois. » Le détective plissa les yeux, sa posture changeant subtilement. « Monsieur Dubois, votre mère sera intéressée de savoir que je vous ai trouvé ici. » La tension dans l'air était palpable. Le docteur Dupont regardait de l'un à l'autre, visiblement confus et inquiet. « Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici ?» C'est à ce moment que la porte d'entrée s'ouvrit et une jeune fille de 16 ans sortit, attirée par l'agitation. « Papa? Maman? Que se passe-t-il » Le temps sembla se figer. Marie sentit l'air quitter ses poumons en voyant Béatrice pour la première fois en 13 ans. La jeune fille était magnifique, des cheveux bruns ondulés encadrant un visage qui était un mélange parfait de Marie et Pierre. « Béatrice » murmura Marie, incapable de retenir ses larmes. La jeune fille la regarda, confuse. « Qui êtes-vous, papa? Que se passe-t-il » Le docteur Dupont hésita, visiblement partagé entre protéger Béatrice et la nécessité d'expliquer la situation. « Chérie, pourquoi n'entres-tu pas et... »« Non, » interrompit Béatrice, sa voix ferme. « Je veux savoir ce qui se passe. Qui sont ces gens ?» François fit un pas en avant, adoptant un ton calme et conciliant. « Béatrice, je m'appelle François Dubois. Et voici... » Il fit un geste vers Marie. « Marie Lefebvre. Elle est ta mère biologique. » Un silence pesant tomba sur le groupe. Béatrice regardait fixement Marie, un mélange d'émotions passant sur son visage, choc, confusion, et quelque chose qui pourrait être de la curiosité. « Ma mère biologique ?» répéta-t-elle lentement. Marie fit un pas hésitant vers Béatrice. « Je sais que cela doit être un choc pour toi. Je n'ai jamais voulu perturber ta vie. Je voulais juste savoir si tu allais bien, si tu étais heureuse. » Béatrice regarda ses parents adoptifs, cherchant confirmation. Le docteur Dupont acquiesça lentement. « C'est vrai, ma chérie. C'est la femme qui t'a donné naissance. » Maître Dupont, voyant la situation lui échapper, tenta d'intervenir. « C'est très touchant, mais j'ai des ordres explicites de Madame Dubois pour... » « Vos ordres n'ont aucune importance ici, » le coupa sèchement François. Se tournant vers Béatrice, il continua d'une voix douce. « Béatrice, il y a plus dans cette histoire. Je suis ton oncle. Ton père biologique, Pierre, était mon demi-frère. » Les yeux de Béatrice s'écarquillèrent à cette nouvelle information. Elle regarda François puis Marie, puis ses parents adoptifs, visiblement submergés. « J'ai besoin d'un moment, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Sans attendre de réponse, elle se retourna et entra dans la maison. Le silence qui suivit fut brisé par le bruit d'une voiture approchant à grande vitesse. Tous se retournèrent pour voir une limousine noire s'arrêter brusquement. La porte s'ouvrit et Elisabeth Dubois en sortit, son visage un masque de fureur contrôlée. « Mère, » dit François, sa voix tendue, « que faites-vous ici ?» Elisabeth ignora son fils, ses yeux fixés sur Marie. « Alors c'est vous, » dit-elle, sa voix froide comme la glace. « La femme qui essaie de détruire ma famille. » Marie se redressa, affrontant le regard d'Elisabeth. « Je n'essaie de rien détruire, Madame Dubois. Je veux juste connaître ma fille. »« Votre fille ?» Elisabeth rit sans humour. « Vous l'avez abandonnée. Quel droit avez-vous maintenant ?»« Ça suffit !» La voix du docteur Dupont trancha l'air. Tous se tournèrent pour le regarder. « C'est ma maison et Béatrice est ma fille. Personne ne décidera de rien sans son consentement. » À ce moment, Béatrice réapparut sur le perron. Ses yeux étaient rouges, mais sa posture était ferme. « J'ai tout entendu, » dit-elle calmement, « et je pense que j'ai le droit de connaître mon histoire, ma famille biologique. » Marie sentit son cœur se gonfler d'espoir. François sourit, fier de la maturité de la nièce qu'il venait de rencontrer. Elisabeth, cependant, n'était pas disposée à abandonner. « François, pense à ce que tu fais. Pense à l'entreprise, à notre héritage. » François se tourna vers sa mère, ses yeux pleins de détermination. « Mère, pour la première fois de ma vie, je pense à ce qui compte vraiment.
La famille ne se résume pas à des héritages et des entreprises. Il s'agit d'amour, d'acceptation et de seconde chance. Alors que le soleil se couchait à l'horizon de Lyon, illuminant la Seine de teintes dorées, il était clair qu'une nouvelle page était en train de s'écrire dans l'histoire de cette famille improbable. Béatrice, debout entre ces deux familles, biologique et adoptive, représentait un pont entre deux mondes, une chance de guérison et de réconciliation. Ce qui avait commencé comme une quête de rédemption s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Maintenant, toutes les cartes étaient sur la table. Il restait à voir comment cette nouvelle dynamique familiale allait se développer, et si l'amour pouvait vraiment surmonter tous les obstacles. Les jours qui suivirent la confrontation chez les Dupont furent un tourbillon d'émotions pour tous les concernés. Béatrice, maintenant consciente de toute son histoire, demanda du temps pour assimiler tout cela. Les Dupont, faisant preuve d'une compréhension admirable, acceptèrent que Marie et François restent à Lyon pour que Béatrice puisse apprendre à les connaître, si elle le souhaitait. Élisabeth, contre son gré, fut convaincue par François de retourner à Paris, promettant de ne plus interférer, une promesse qu'il savait devoir surveiller de près. Un après-midi ensoleillé, une semaine après la confrontation initiale, Béatrice demanda finalement à parler à Marie. Elles se rencontrèrent dans un parc près de la maison des Dupont, un terrain neutre offrant à la fois intimité et le confort d'un espace ouvert. « J'ai tellement de questions », commença Béatrice, sa voix tremblante mais déterminée. « Pourquoi m'avez-vous confié? Avez-vous pensé à moi toutes ces années ?» Marie prit une profonde inspiration, des larmes brillant dans ses yeux. « Béatrice, il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas pensé à toi. La décision de te confier a été la plus difficile de ma vie. Je voulais que tu aies une chance d'avoir une vie meilleure que ce que je pouvais t'offrir à l'époque. » Tandis que Marie racontait son histoire, l'amour pour Pierre, sa maladie, les difficultés financières, Béatrice écoutait attentivement, ses yeux se remplissant de compréhension et étonnamment de compassion. « J'ai toujours imaginé qu'il y avait une raison, » dit doucement Béatrice. « Mes parents, les Dupont, m'ont toujours dit que ma mère biologique devait m'avoir beaucoup aimé pour faire ce qu'elle a fait. » Les deux parlèrent pendant des heures, partageant des histoires, des larmes et finalement des rires. C'était le début d'une nouvelle relation, délicate mais pleine de potentiel. Pendant ce temps, François affrontait ses propres défis. De retour à Paris pour une réunion d'urgence du conseil d'administration de l'entreprise, il se retrouva face à un ultimatum orchestré par sa mère. « Soit tu abandonnes cette quête familiale et te concentres sur les affaires, soit le conseil votera pour te retirer de la présidence, » déclara Élisabeth, entourée de membres du conseil qui semblaient mal à l'aise mais résolus. François regarda chaque visage dans la salle, des personnes qu'il connaissait depuis des années, mais avec lesquelles il ne s'était jamais vraiment connecté. Soudain, il réalisa à quel point sa vie avait été vide jusqu'à ce qu'il rencontre Marie et Béatrice. « Vous voulez que je choisisse entre l'entreprise et ma famille ?» demanda-t-il calmement. Un silence tendu tomba sur la salle. « Eh bien, ma décision est prise. Vous pouvez garder la présidence. » Élisabeth pâlit. « François, tu ne peux pas être sérieux. Tout ce pourquoi nous avons travaillé. »« Non, mère, » l'interrompit doucement François. « Tout ce pourquoi vous avez travaillé. Je n'ai jamais vraiment voulu de tout ça. Maintenant, je sais ce que je veux. Une chance de construire quelque chose de significatif, basé sur l'amour et la compréhension, pas sur le pouvoir et l'argent. » Laissant une salle stupéfaite derrière lui, François sortit, se sentant plus léger qu'il ne l'avait jamais été. Il appela immédiatement Marie, partageant les nouvelles. « François, vous êtes sûr de cela ?» demanda Marie, inquiète. « Je ne veux pas que vous sacrifiez tout pour notre cause. »« Marie, je ne sacrifie rien, » répondit-il avec un sourire dans la voix. « Pour la première fois, je choisis de vivre. » De retour à Lyon, les choses progressaient de manière surprenante. Béatrice, initialement prudente, s'ouvrait de plus en plus à Marie et François. Les Dupont, loin d'être jaloux, semblaient soulagés que Béatrice connaisse enfin ses origines. Un soir étoilé, tous se réunirent pour un dîner dans le jardin des Dupont. C'était une scène que personne n'aurait pu prévoir quelques semaines auparavant. Deux familles, autrefois séparées par les circonstances, maintenant unies par l'amour et la compréhension. « Je pense que nous avons de la place pour tout le monde dans nos vies », déclara Béatrice, regardant autour de la table avec un sourire. Après tout, plus il y a d'amour, mieux c'est, non? Il y eut des rires et des larmes de joie. Marie, assise entre sa fille biologique et l'homme qui était devenu bien plus qu'un beau-frère, sentit son cœur déborder de gratitude. François, observant la scène,
réalisa qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel empire d'entreprise. Il avait trouvé un foyer. Mais tout n'était pas rose. À Paris, Élisabeth Dubois n'était pas disposée à accepter la défaite si facilement. Dans son bureau, elle planifiait son prochain mouvement. « Si François pense qu'il peut simplement abandonner tout ce pour quoi nous nous sommes battus, il se trompe lourdement », murmura-t-elle pour elle-même, ses yeux brillants de détermination. Cette histoire n'est pas encore terminée. Alors que la nuit avançait à Lyon, avec la nouvelle famille élargie partageant des histoires et construisant des ponts, des nuages d'orage se formaient à l'horizon. Le chemin vers une véritable acceptation et harmonie aurait encore de nombreux obstacles à surmonter. Mais pour l'instant, en cette nuit magique sous les étoiles, il y avait de l'espoir. Un espoir que l'amour, sous toutes ses formes complexes et inattendues, pourrait vraiment guérir d'anciennes blessures et créer de nouveaux départs. 6 mois s'écoulèrent depuis cette nuit étoilée dans le jardin des Dupont. L'automne peignait les rues de Lyon de teintes dorées et rouges, reflétant les changements profonds qui s'étaient produits dans la vie de tous les protagonistes. François, ayant abdiqué sa position dans l'entreprise familiale, avait trouvé une nouvelle passion. Utilisant son expérience des affaires, il avait commencé à travailler avec Marie sur des projets sociaux, se concentrant sur l'aide aux familles dans des situations similaires à celles que Marie avait traversées des années auparavant. Ensemble, ils avaient fondé la Fondation Nouveau Départ, qui avait rapidement gagné une reconnaissance pour son travail innovant. Marie, quant à elle, s'épanouissait dans son rôle de mentor au sein de la Fondation. Son expérience personnelle apportait une perspective unique et précieuse au travail. Plus important encore, elle et Béatrice avaient développé une relation proche et affectueuse. Bien que Marie ne puisse jamais récupérer les années perdues, chaque moment avec sa fille était précieux et célébré. Béatrice, maintenant âgée de 17 ans, se préparait pour l'université. Son rêve d'étudier la médecine, inspiré à la fois par le docteur Dupont et par l'histoire de son père biologique, était sur le point de se réaliser. Elle était devenue un pont entre ces deux familles, les unissant d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Les Dupont, loin de se sentir menacés par la présence de Marie et François, avaient embrassé l'idée d'une famille élargie. Le docteur Dupont avait même commencé à collaborer avec la Fondation, offrant des services médicaux gratuits. Cependant, tout n'était pas rose. Élisabeth Dubois, initialement inflexible dans son opposition, s'était isolée. L'entreprise, maintenant sous une nouvelle direction, traversait des difficultés, et beaucoup blâmaient l'absence de François. C'est par un dimanche pluvieux que la sonnette de la maison des Dupont retentit, surprenant tous ceux qui étaient réunis pour le traditionnel déjeuner familial. François ouvrit la porte et fut stupéfait de voir sa mère debout là, paraissant plus petite et plus fragile qu'il ne l'avait jamais vue. « Mère ?» demanda-t-il, incrédule. « Que faites-vous ici ?» Élisabeth hésita, visiblement mal à l'aise. « François, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Je suis venue pour essayer de les corriger s'il y a encore une chance. » Le silence qui suivit fut rompu par Béatrice, qui s'approcha de la porte. « Grand-mère » dit-elle doucement, utilisant ce terme pour la première fois. Les yeux d'Élisabeth se remplirent de larmes en voyant sa petite fille. « Bonjour, ma chérie. J'aimerais beaucoup apprendre à te connaître, si tu le permets. » Marie, qui observait la scène de loin, ressentit une vague d'empathie. Elle savait, mieux que quiconque, ce que c'était d'être séparée d'un enfant. S'approchant, elle tendit la main à Élisabeth. « Pourquoi n'entrez-vous pas? Nous avons beaucoup à discuter. » Les heures qui suivirent furent intenses et émotionnelles. Élisabeth, pour la première fois, baissa ses défenses et partagea sa propre histoire. Les sacrifices qu'elle avait faits, les peurs qui l'avaient démotivée, l'amour mal placé qui l'avait conduite à prendre de mauvaises décisions. « Je voulais juste protéger notre famille, notre héritage, » expliqua-t-elle, la voix étranglée. « Mais dans le processus, j'ai failli tout détruire. » François, assis à côté de sa mère, lui prit la main. « Mère, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Regardez-nous, nous avons trouvé une famille dont nous ne connaissions même pas l'existence. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, une sensation de guérison flottait dans l'air. Ce n'était pas une fin heureuse de conte de fées. Il y avait encore beaucoup à résoudre, de la confiance à reconstruire, des blessures à guérir. Mais c'était un début, un nouveau chapitre plein de possibilités. Béatrice, observant sa famille élargie, ses parents adoptifs, sa mère biologique, son oncle devenu une figure paternelle et maintenant sa grand-mère,
ressentit une vague de gratitude. « Vous savez, dit-elle, attirant l'attention de tous, je pense que nous avons trouvé quelque chose de vraiment spécial ici. Ce n'est pas une famille traditionnelle, mais c'est la nôtre. » Marie sourit, des larmes de joie dans les yeux. « Tu as raison, ma chérie. La famille ne se résume pas au sang ou aux papiers légaux. C'est l'amour, l'acceptation et la volonté d'être là les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. » François leva son verre pour porter un toast à la famille, sous toutes ses formes merveilleuses et inattendues. Tout le monde se joignit au toast, même Élisabeth, qui semblait voir le monde avec de nouveaux yeux. Lorsque la soirée toucha enfin à sa fin et que tout le monde se préparait à dormir, il y avait une sensation palpable qu'un cycle s'était fermé et qu'un autre commençait. Les blessures du passé, bien que toujours présentes, commençaient à cicatriser. Marie, debout sur la terrasse à regarder les étoiles, sentit François la rejoindre. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Elle sourit, s'appuyant contre lui. « À quel point la vie est imprévisible. Il y a un an, j'étais dans la rue, sans espoir. Maintenant, j'ai retrouvé ma fille, une famille, un but. » François l'enlaça, son cœur rempli d'un amour qui avait grandi lentement et sûrement au fil des mois. « Et tu m'as, moi » dit-il doucement. Marie se retourna pour lui faire face, ses yeux brillants. « Oui, je t'ai-toi. » Et cela fait toute la différence. Alors qu'ils s'embrassaient sous le ciel étoilé, la brise douce semblait murmurer des promesses d'un avenir radieux. Le voyage n'avait pas été facile, et il y aurait certainement d'autres défis à venir. Mais maintenant, ils avaient quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Une vraie famille, construite sur des fondations d'amour, de compréhension et de seconde chance. Et ainsi, alors que la lune baignait Lyon de sa lumière argentée, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Une histoire non pas de perte et de séparation, mais de rencontres et de nouveaux départs. Une histoire qui prouvait que parfois, les liens les plus forts sont ceux que nous choisissons de créer, et que l'amour sous toutes ses formes a le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes.